Et bienvenue à vous, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Et aujourd'hui, nous allons ensemble partager, échanger, décrypter un phénomène bien courant qui est en train de se mettre en place de plus en plus. Et on va vite comprendre le pourquoi du comment. On va parler aujourd'hui de cette exigence que l'on peut avoir vis-à-vis du sexe opposé, notamment lorsque l'on est en relation de couple et ou lorsqu'on est on est en phase de dating, que l'on cherche un partenaire, etc. Il y a malheureusement un gros souci à ce sujet-là. Et je vais vous raconter justement la petite péripétie d'une amie pour imager ses propos et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière aujourd'hui ce besoin d'exigence que les gens ont vis-à-vis du sexe opposé, ce besoin de trouver le partenaire parfait idéal, ce manque de compassion, de bienveillance, de compréhension, de capacité à se mettre à la place de l'autre, qui fait qu'en fait on a des relations où l'erreur n'est pas permise et forcément, ce sont des relations compliquées. Donc avant de commencer, je vous invite évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, Adrien Homme Harmonie. Si vous avez des questions, si vous avez des partages, surtout n'hésitez pas, j'y réponds toujours avec plaisir. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur le Spotify, pour suivre à chaque fois l'actualité et notamment les épisodes qui sortent une fois par semaine. Épisodes que j'utilise à des fins privées comme personnelles, etc., notamment à travers mes accompagnements et qui sont influencés, comme je le répète à chaque fois, par des événements que je peux vivre ou qu'on me rapporte à travers mes séances, les accompagnements, et ou de partage d'amis, de collègues, etc., peu importe, la famille. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais vous partager l'histoire d'une amie qui est thérapeute, qui a vécu une petite péripétie avec un homme qu'elle a rencontré. Et on a pu échanger sur tout ce sujet-là. Et j'avais vraiment envie de faire, j'avais à cœur de faire cet épisode parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, là, en 2026, plus on avance dans le temps, et moins il y a de compassion, de compréhension, plus il y a d'exigence envers les personnes que l'on veut dater, la personne que l'on veut, avec qui on veut partager sa vie. Et le problème, c'est que cette exigence-là, elle a des avantages, mais elle a surtout beaucoup d'inconvénients. On va faire un peu le point. Alors, brièvement, pour vous raconter, tout simplement, c'est une amie qui était célibataire depuis un moment parce elle avait une séparation avec un homme avec qui elle avait eu des enfants, etc. Et puis, au bout de X années, sous l'influence d'une amie, elle a décidé de s'inscrire sur un site de rencontre. À ce moment-là, elle s'inscrit, pardon, et elle rencontre un homme avec qui ça match énormément. Et donc, elle me raconte un peu tout ça. Elle me dit, ça match, c'est incroyable. On discute, on est sur la même longueur d'onde, tout ça. Et puis, alors, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais elle me raconte brièvement qu'elle a eu, à un moment donné, elle a pris un peu j'allais dire la mèche. Elle a pris un peu quelque chose de travers. Il y a quelque chose que l'autre lui a partagé, l'homme lui a partagé, et ça lui a pas plu. Elle s'est un peu agacée, etc. Elle s'est un peu fermée. Et puis après, elle est revenue vers lui en s'expliquant et en s'excusant et que juste qu'elle avait, sur le moment, elle a été en réaction parce qu'il y avait deux, trois trucs qui lui avaient fait un peu flipper et que voilà. Et à sa surprise, au moment où elle a décidé justement de partager ça, de se montrer vulnérable, entre guillemets, et de juste se remettre en question et de partager le fait que là, il s'est passé ça et c'est pour ça qu'elle a été un peu en réaction, le gars a eu une réaction assez directe et surtout très froide et très fermée, où il lui a dit qu'en gros, pour lui, sa réaction, c'était un red flag et qu'en gros, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas, comment dire, lui, il veut une partenaire parfaite, comme voilà, qui réagit correctement, etc., etc. Et cetera. Et il a coupé court direct à la conversation, même à la relation, il a coupé, il a tout fermé. Et elle l'a hyper mal vécu. Elle a très mal vécu parce que forcément, on subit un rejet et en fonction de notre état, de comment on gère ce rejet de base, ça peut être plus ou moins intense. Et donc, elle m'a contacté, on en a discuté, etc. On a un peu échangé pour faire un peu le point de tout ça. On va pas aller forcément chercher les détails de on fait le miroir, elle l'a jugé d'être quoi, etc., etc. Bref. Parce que là, on peut aller un peu plus profondément et c'est propre à chacun. Mais ce qui est important là de relever, c'est cette fermeture dès le moindre petit obstacle de la relation, c'est cette catégorisation de suite de désigner la personne comme un red flag parce qu'elle a pu avoir soi-disant un comportement qui n'était pas
intelligent sur le moment. Bref, aujourd'hui, malheureusement, et on va vite comprendre le pourquoi du comment, je vous l'ai dit au tout début, il y a un gros problème concernant les exigences que l'on attend vis-à-vis du sexe opposé, que ce soit les hommes comme les femmes. Les hommes, ils veulent une femme comme ci, comme ça, elle fait ci, elle fait ça, je veux qu'elle soit ouverte sexuellement, mais je veux pas qu'elle ait un gros body count, je veux qu'elle soit ci, qu'elle soit ça. Et les femmes, c'est pareil, voire peut-être même pire. Je me rends compte que avec le recul et de ce que je peux observer, c'est même pire, où les femmes sont d'une exigence folle envers les attentes qu'elles ont envers les hommes qu'elles rencontrent, etc. Il faut un homme capable. Maintenant, le thème, c'est un homme provider. Il faut un homme qui gagne de l'argent, qui soit stable, mais qui soit aussi présent pour moi, mais qui prenne pas trop de temps pour lui parce que je veux qu'il soit là, mais qui prenne aussi du temps pour lui parce qu'il doit s'entraîner, il doit faire du sport, il doit être beau, il doit être musclé, il doit savoir cuisiner, il doit prendre des initiatives, mais pas trop non plus parce que moi aussi, je veux en prendre. Waouh! C'est pas possible en fait. Et là, on parle juste de comportement, etc. Je vous parle même pas de quand il y a un problème et un obstacle. Parce que c'est là en fait que les choses s'enveniment un peu. C'est là en fait qu'on voit à quel point aujourd'hui les gens préfèrent jeter plutôt que réparer. Dès qu'il y a le moindre comportement un peu toxique, parce qu'on a tous des comportements toxiques. Mais est-ce vraiment des comportements toxiques d'ailleurs quand on sait que c'est juste des comportements d'une partie de nous qui souffre? Ça, c'est une question intéressante aussi. Est-ce qu'on continue à voir les gens comme des red flags, avec des comportements de red flag, ou est-ce qu'on essaye de voir les gens à travers un comportement qui est souffrant? Et là, l'énergie n'est pas mise au même endroit, l'intention n'est pas la même. Et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui manque cruellement dans les relations. Les gens rencontrent des personnes, ils décident de commencer une relation, et dès qu'il y a la moindre petite jalousie, dès qu'il y a la moindre petite colère, oh mon Dieu, oh là, je l'ai quitté, la dernière fois, il s'est énervé contre moi, c'est un mec violent, il est toxique, etc. Oh, je l'ai laissé tomber, elle m'a pris la tête, elle était jalouse, elle est toxique, etc. Elle a qu'à s'occuper d'elle ou aller consulter pour s'occuper de ça, de ses traumas. Est-ce que vous vous rendez compte que ce schéma-là, comportemental, de fermer la porte dès le moindre petit obstacle, ne va vous amener qu'à une seule chose, c'est à la solitude. Les gens qui sont ultra exigeants, ce sont des gens qui sont seuls. Et même s'ils sont avec quelqu'un, ils sont frustrés et vivent des relations compliquées. Et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est ça pour tout le monde. Malheureusement, les femmes sont ultra exigeantes, les hommes sont également exigeants. Plus personne ne se pardonne quoi que ce soit, plus personne n'accepte les défauts, les faiblesses de l'autre en face. Et malheureusement, en fait, il va falloir apprendre à se libérer de ça pour justement mieux gérer et apprendre à accepter les défauts des autres, accepter leurs faiblesses, accepter les inconvénients, les comportements parfois un peu toxiques que les personnes peuvent avoir. Parce que la personne qui pense qu'elle n'a aucun comportement toxique, elle est déjà dans un comportement toxique à penser ça en fait. Elle est déjà dans un déni pas possible, c'est même encore plus toxique que la personne qui justement assume et sait qu'elle a des comportements toxiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà dans un premier temps, il faut switcher un peu au niveau des termes. Personne n'a de comportement toxique. On a des comportements souffrants. Par contre, là où ça devient toxique, c'est quand on n'en a pas conscience. Et deuxièmement, quand on en a conscience, mais qu'on ne fait rien pour que ça change. Quelqu'un qui est par exemple ultra jaloux, mais ultra jaloux en mode possessif, que ce soit un homme ou une femme, c'est un comportement souffrant. Il y a une souffrance derrière. Il y a une peur d'être trahi par l'autre, d'être abandonné, de ne pas être assez important pour l'autre, etc. Toutes ces croyances-là vont pousser la personne à avoir ce comportement excessif en termes de jalousie et de possessivité. On est sur un comportement souffrant. Là où ça devient toxique, c'est si la personne n'assume pas ce comportement-là. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de mettre la faute sur l'autre. Oui, mais là, pardon, là, tu as parlé à telle fille, là, tu as fait ci, ou là, tu as parlé à tel mec, etc., etc. Alors qu'il n'y a pas lieu, en fait. Là, on commence déjà à être dans un schéma un peu toxique. La première étape, là, à ce niveau-là, c'est d'en prendre conscience, de se rendre compte, ouf, là, je suis jaloux, je vois l'impact et les conséquences que ça a sur ma relation, je prends ma responsabilité. Là, on est déjà dans un très, très bon cheminement. Mais il y a des gens qui restent bloqués à la deuxième phase, c'est à la phase où, à un moment donné, il faut passer vraiment à l'action.
C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un comportement toxique, mais ils décident de ne rien mettre en place. Ils décident de ne rien changer. Et c'est souvent là que ça devient très compliqué. Pour l'avoir vécu avec quelqu'un, c'est invivable. Ce n'est pas possible. En fait, on va rester bloqué dans une situation. La personne savait qu'elle avait vraiment un comportement qui était nocif à un moment donné, à tout le temps être dans la méfiance, etc. Mais elle ne faisait rien pour changer ça. Elle ne faisait rien pour essayer de se libérer de ce schéma-là. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça devient invivable. Encore une fois, ce n'est plus possible parce que le problème prend trop d'ampleur, même limite plus, parce qu'on sait que la personne elle en est consciente et elle fait rien. Et là, c'est là où en fait on arrive parfois à une limite où il faut poser, s'affirmer, mettre un stop parce qu'on ne va plus pouvoir avancer. Et c'est là en fait qu'on voit les deux, là où ça commence à basculer sur un comportement entre guillemets toxique. Mais à la base des bases, n'importe quel comportement qui fait vivre des émotions, qui fait déclencher une réaction, qui déclenche des réactions émotives ou autres, ce sont des comportements d'une souffrance à l'intérieur de nous qui nous poussent à agir comme ça. Quand on commence à voir un peu les choses de cette manière-là, on se rend compte aussi qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Pourquoi je vais juger un tel parce qu'il fait ci ou il fait ça, il a tel comportement toxique, alors que moi aussi j'ai tel comportement toxique? Pourquoi je le juge d'être accro à la clope, d'être dépendant, de se détruire, alors que peut-être que moi aussi je suis accro à quelque chose qui me détruit et je ne suis même pas conscient? Là, il y a un vrai travail de remise en question, un vrai travail de miroir, comme on appelle, qui nous permet de développer de la bienveillance et de la compassion, de la compréhension envers l'autre. Et c'est ça aujourd'hui qui va faire toute la différence, même dans le futur. Le gros manque de compassion et de compréhension, de bienveillance que l'on vit aujourd'hui à cette époque en 2026, c'est là la clé pour vraiment s'épanouir dans le futur. Dans les prochaines années, etc., c'est ce qui va vraiment faire la différence dans la qualité de nos relations. Et il faut très vite le comprendre parce que c'est en gros ce qui manque le plus aujourd'hui. Tout le monde juge tout le monde méprise tout le monde se moque de tout le monde. Personne n'était en train de balayer devant sa porte. Tout le monde regarde ce qui se passe ailleurs. Personne ne regarde ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tout le monde est en réaction. Et plus personne n'arrive à pardonner, plus personne n'arrive à comprendre, à être bienveillant, à avoir de la compassion envers ce que l'autre vit ou traverse. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est compliqué dans les relations hommes-femmes sur ce point-là? Il y a un point tout bête et qui est là constamment et qui, hop, nous martèle petit à petit, vient taper à la porte tous les jours non-stop, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde partage tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et malheureusement, les informations nocives se diffusent beaucoup plus rapidement que les bonnes informations. Et quand je parle d'informations nocives, je parle par exemple de tous ces thérapeutes ou tous ces influenceurs bien-être qui partagent des histoires en réaction à ce qu'ils ont vécu et qui amènent leur auditeur dans leur tombe. Si moi demain, je décide, imaginons, je me sens trahi par une nana parce qu'il s'est passé ci ou ça, elle a eu un comportement toxique, bref, j'en sais rien, imaginons, je vulgarise. Et que je décide de faire un compte là-dessus, repère les comportements toxiques, les red flags chez les femmes, etc., etc. Ce compte-là, qu'est-ce qu'il amène au final? Est-ce qu'il amène de la bienveillance, de la compréhension, de l'amour pour soi, de l'amour pour l'autre qui souffre? Est-ce qu'il amène de la paix dans mon monde? Ou est-ce qu'en fait, il vient juste alimenter du conflit, de la réaction, des sankara, comme on dit en pali, c'est-à-dire les réactions nocives? Qu'est-ce que ça amène, ce compte-là? Ça, c'est des points importants qu'il faut se poser, des questions importantes qu'il faut se poser quand on commence à suivre des comptes sur Instagram. Est-ce que ce compte-là, il m'amène de la paix, de la sérénité, de l'amour vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres? Ou est-ce qu'il vient juste appuyer sur des zones de conflit, de réaction? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne se pardonne quoi que ce soit. On tombe constamment sur des comptes qui proposent et partagent, divulguent de la réaction et du conflit plutôt que de l'amour et de la compassion, de la bienveillance. Aujourd'hui, on tombe sur des comptes et il y a des influenceurs bien-être, il y a des influenceuses bien-être. Il y a une Française qui est très connue d'ailleurs là-dedans
Et je suis toujours effaré de voir à quel point elle est en réaction vis-à-vis des hommes et elle partage son contenu constamment en réaction vis-à-vis des hommes. Elle alimente un conflit plutôt que d'arriver à alimenter l'amour dans sa relation avec le sexe opposé, c'est-à-dire avec les hommes. Arriver à développer cette compréhension, cette compassion, etc. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire, ça, parce qu'ils n'arrivent pas à remettre en question leur système de croyance, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et c'est toujours plus facile pour l'ego de mettre la faute sur l'autre que de se demander ce qui s'est réellement passé en soi. Qu'est-ce qui s'est réveillé en soi? Parce qu'encore une fois, c'est important de se rappeler que personne ici présent dans le monde ne déclenche, entre guillemets, chez nous ou crée chez nous des réactions. C'est nous qui nous les créons. L'interrupteur, on l'a déjà et il est alimenté. La personne, elle vient juste appuyer dessus. Il ne tient qu'à nous d'éteindre, de ne plus alimenter cet interrupteur pour que quand quelqu'un appuie dessus, hop, il n'y ait plus de réaction nocive. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'en suis conscient et il faut en être conscient. C'est très difficile, c'est le travail d'une vie. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ce que ça alimente nous empêchent d'ouvrir notre cœur avec de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis du sexe opposé. Et le résultat, c'est que tout le monde a le mot red flag en bouche. Le moindre petit comportement problématique dans une relation, c'est un red flag. On ghost, c'est terminé, on passe à autre chose, on essaie avec quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. On essaye de trouver la personne parfaite, idéale, mais qui n'existe pas. Parce que je vous rappelle que le contraire d'idéal, c'est réaliste. Vous aurez beau trouver la personne qui coche toutes les cases, il y aura des cases qu'elle ne cochera pas, ou il y aura des conséquences à ces cases cochées. Donc en fait, il est grand temps aujourd'hui d'arriver à voir les choses avec beaucoup plus de recul. Au plus vous allez arriver à développer de la bienveillance et de la compassion pour les autres, vous allez également pouvoir le faire avec vous, et inversement, vous allez pouvoir le faire avec d'autres, etc., etc. Et les autres vont être dans la bienveillance et la compassion envers vous également. C'est essentiel, c'est élémentaire, c'est une règle de vie, on est la base du triangle. Si vous arrivez à développer la bienveillance et la compassion envers vous, vous allez y arriver avec les autres et les autres vont y arriver avec vous également. Et vous allez finalement rencontrer quelqu'un qui va être ouvert d'esprit, qui va être dans cette bienveillance et dans cette compassion et qui ne va pas vous mettre un tir dès que vous allez faire la moindre erreur. Mais ça, seulement si vous également, vous êtes capable de ne pas mettre un tir à votre partenaire dès la moindre erreur. Essayez de voir les choses avec plus de recul, d'observation, de comprendre que peut-être votre partenaire, il est jaloux, c'est compliqué, ouais, parce qu'il est souffrant là. Qu'est-ce qu'on décide de faire avec ça maintenant? Essayez de voir que oui, peut-être que votre compagnon ou votre nouveau date, il s'est mis en colère, etc. Peut-être qu'il est impulsif, ok. Peut-être qu'il peut se mettre en colère, ok. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quelle est la souffrance? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer à travers ça? Si vous restez dans un schéma où vous vous donnez l'illusion que vous allez trouver le partenaire parfait, vous vous mettez les deux doigts dans l'œil, vous allez finir votre vie seul. Et aujourd'hui, on le voit, notamment avec les femmes qui ont tendance à être beaucoup plus exigeantes que les hommes. J'en rencontre de plus en plus et je suis étonné du nombre de femmes de plus de 30 ans qui sont célibataires, mais depuis plusieurs années. Alors, sous couvert de prétextes où elles me disent que parfois je suis plus heureux seul, etc., ce qui est possible, peut-être qu'elles sont bien seules, qu'elles se sentent mieux, etc. Mais on entend quand même dans le discours beaucoup d'ego et beaucoup de tentatives d'essayer de se rassurer parce que, au final, elles sont seules. Parce que mine de rien, qu'on le veuille ou non, le propre de la vie, c'est de partager. On est fait pour ça génétiquement. On est fait pour créer à deux, créer la vie, créer ensemble. Donc oui, on peut apprendre à vivre seul et à être heureux seul. Je connais que très peu de personnes qui sont capables de vraiment être alignées avec ce choix-là. Et ce sont des gens qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés, qui ont des décennies de travail sur eux. Donc on en est très loin quand on a 25 ou 30 ans. Mais il est important de comprendre que c'est la base de vouloir partager. Et que beaucoup de gens aujourd'hui se mettent dans un déni, se mettent dans une illusion de non, je suis plus heureux seul, je suis indépendant, etc. Mais ce n'est pas un vrai choix aligné. C'est une conséquence, c'est une fatalité parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui qui, arrivées à plus de 30 ans, se retrouvent seules. Et j'en ai des amis, j'en ai plein justement. Même hier soir, je suis sorti avec une amie qui a 38 ans et qui est seule et qui
qui me dit qu'elle est bien seule, mais souvent elle se confie à moi, ou quand elle a un peu bu, elle me dit, ben, ah, ça fait chier, les mecs, ils viennent pas me voir, et ci, et ça. Elle vit une solitude. Et c'est ok. C'est ok. Et malheureusement, encore une fois, pour finir avec ça, les réseaux alimentent justement toute la négativité autour de ce sujet-là. Et notamment au niveau des hommes, qui ne veulent pas, à 35 ans, être avec une femme de leur âge, qui est trop exigeante. Donc on se retrouve avec des hommes qui sont avec des femmes beaucoup plus jeunes, et on les critique en disant oui, ils sont avec des femmes, elles sont plus jeunes, ils peuvent mieux les contrôler, etc. Mais c'est surtout qu'il y a aussi une question de sérénité, de tranquillité derrière. Mais il y a aussi les conséquences. C'est que bien souvent, les hommes qui sont avec ce genre de filles-là, beaucoup plus jeunes, ont tendance à avoir trop de contrôle dessus également. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le choix que l'on décide de faire, il y a des conséquences. Que l'on décide d'être avec quelqu'un de son âge à 40 ans ou qu'on décide d'être avec quelqu'un de 15 ans de moins, il y a des avantages comme des inconvénients. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des qualités, il y a des défauts, il y a des forces, il y a des faiblesses. Et c'est ça pour absolument tout. Une pièce, elle a deux faces. Face et pile. Comme il y a la médaille, ce qu'on voit, il y a le revers de la médaille. Il y a toujours deux côtés, le yin et le yang. C'est toujours ça. Donc rappelez-vous bien, si vous avez du mal à trouver quelqu'un, posez-vous la question de si vous arrivez justement à vous ouvrir à d'autres relations. Posez-vous la question de savoir si vous arrivez justement à développer de la bienveillance et de la compassion, ou est-ce que vous partez ou vous qualifiez la personne en face de vous de red flag dès qu'elle a le moindre petit comportement toxique. Prenez ce recul-là de vous remettre en question là-dessus. C'est essentiel si vous voulez réussir à cultiver l'harmonie avec les relations que vous vivez avec le sexe opposé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie.